Moi, Victor Vega, n'étais à l'origine qu'un jeune homme riche et dissolu, incapable d'accomplir quoi que ce soit de significatif. Cependant, grâce à mon physique attrayant et à mon bon cœur, j'ai aidé la grande beauté Alicia. À un moment crucial, j'ai sauvé mon amie d'enfance, Camilla, d'un voyou qui a failli ruiner sa vie. Même la sœur aînée de mon amie d'enfance, la noble et froide PDG Sophia, en est venue à m'apprécier davantage pour cela. Mais qui aurait pu l'imaginer? Quand je suis tombé en disgrâce, la seule personne prête à m'accueillir fut une jeune fille muette et anonyme, simplement parce qu'il y a des années, je lui avais par hasard acheté un repas et que j'avais ensuite utilisé mon argent pour payer les médicaments de sa grand-mère. Depuis lors, elle m'avait suivi en secret, attendant l'occasion de me rendre l'appareil. Et le plus surprenant, c'est que lorsque nous avons ouvert une petite boulangerie ensemble et que j'ai commencé à accepter cette vie simple, la puissante PDG d'avant, la nouvelle grande beauté Alicia et la jeune femme riche Camilla, mon amie d'enfance, sont venues l'une après l'autre, me suppliant toutes les deux de revenir. Dans l'après-midi, dans la petite forêt derrière le bâtiment universitaire, moi, plein d'intérêt, j'observais la belle étudiante en face de moi. Elle s'appelle Alicia, c'est la plus célèbre beauté de l'école. Ses résultats scolaires sont également les meilleurs de sa promotion et c'est une candidate assurée pour l'université nationale. Elle est exactement comme son surnom, un bloc de glace. Elle porte toujours l'uniforme délavé par les lavages. Elle est toujours seule. Son visage n'a pas beaucoup d'expressions superflues. Elle est hautaine et distante. Mais aujourd'hui, ce bloc de glace semblait sur le point de fondre sur son visage habituellement glacial. Elle s'était mordu les lèvres jusqu'à les rendre blanches. Sous ses yeux, des cernes qu'elle ne pouvait cacher. Elle se tenait debout, raide devant moi, comme une corde de violon tendue. Je n'ai rien dit, attendant qu'elle parle. Je ne savais pas pourquoi elle me cherchait, moi, un étudiant en année supérieure, mais je pouvais deviner que c'était lié à l'argent. Toute l'école savait que ma famille était riche. Victor, sa voix était un peu rauque, avec un léger tremblement, mais elle essayait toujours de garder son sang-froid. J'ai répondu par un grognement, lui indiquant de continuer. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle rassemblait toutes ses forces, juste pour réussir à extraire cette phrase de sa gorge. J'ai besoin d'argent, 85 000 $ américains. Ma mère est malade et a besoin d'une opération urgente. Après avoir parlé, elle m'a fixé de ses yeux remplis de désespoir et de lutte. J'ai hoché la tête, indiquant que je savais. Puis je n'ai plus rien dit. L'air était terriblement silencieux. On n'entendait que le bruit du vent soufflant à travers les feuilles, chuchotant, comme s'il se moquait de son trouble. Son visage est devenu de plus en plus pâle. La corde de violon tendue a finalement cédé. Je peux te donner n'importe quoi. Elle a baissé les yeux, ses longs cils cachant toutes les émotions au fond de son regard. Sa voix était si basse qu'on pouvait à peine l'entendre, tout ce que je suis. En entendant cela, j'ai éclaté de rire, trouvant cela un peu ridicule. J'ai penché la tête, la jaugeant avec intérêt, de ses mains serrées au point de devenir blanche par la tension, jusqu'à son visage rougi par l'humiliation. Alors, j'ai parlé lentement, rompant le silence. Tu crois que ton corps ou ton soi-disant tout vaut 85 000 $ américains? Une seule phrase. Elle. Elle a soudainement levé la tête, son corps tremblant violemment. Ses beaux yeux se sont immédiatement remplis de honte et d'humiliation extrême. Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu prononcer un seul mot. Ses yeux étaient rouges, les larmes sur le point de couler, mais elle s'est fermement retenue, ne laissant pas les larmes tomber. Après exactement une demi-minute, elle semblait avoir pris une décision. Sa voix était étouffée, mais extrêmement claire. Ce n'est pas seulement le corps, mon cœur, ma personne. Tout ce que je serai peut être à toi, seulement si tu sauves ma mère. Ma vie aussi est à toi. Waouh, quel marché important. Est-ce la version moderne de se vendre pour sauver sa mère? J'avais encore plus envie de rire. Le cœur d'une étudiante très performante, une beauté de glace, ça a l'air précieux. Dommage que je ne crois pas en l'amour. Mon père, qui a toujours des maîtresses, et ma mère, qui a aussi son premier amour à l'extérieur, ils peuvent tous les deux se marier pour le bien du clan et maintenir l'image d'un mariage modèle pendant plus de 20 ans en public. Ont-ils un cœur? Peut être que oui, mais leurs cœurs sont dévoués à d'autres personnes. Alors ne me parle pas de cœur, je n'y crois pas. Je me suis redressé et j'ai marché devant elle. Je la dépasse d'une tête. Je pouvais voir clairement ses cils tremblants et les larmes brillantes qui s'y accumulaient. J'ai tendu la main. Elle a fermé les yeux instinctivement, tout son corps s'est raidi. Mon doigt lui a donné une petite tape sur le front. Elle a été stupéfaite, ouvrant les yeux pour me regarder avec perplexité. J'ai retiré ma main et l'ai mise dans la poche de mon pantalon. La regardant droit dans les yeux, je lui ai demandé mot pour mot. « Alicia, tu dois bien comprendre. En ce moment, veux-tu que j'agisse comme un salaud, un profiteur qui tire avantage de ton malheur, en réalisant une transaction charnelle avec toi, ou veux-tu que je sois une bonne personne et que je te fasse la charité pour t'aider ?» Elle était complètement abasourdie, la bouche légèrement ouverte, elle me regardait, hébétée. Son esprit était clairement confus.
Mais j'ai été très patient et j'ai continué à la regarder. Finalement, elle a réagi. Ses épaules tendues se sont immédiatement affaissées avec une pointe de supplication et d'épuisement et a répondu « Aide-moi, aide-moi !» Sa voix était faible et douce. « Je t'en supplie. » Cependant, j'ai secoué la tête fermement en disant « Je ne peux pas, je ne suis pas un philanthrope. Même si j'ai beaucoup d'argent, je ne le dépense pas pour des choses inutiles. 85 000 $ américains, c'est assez pour m'acheter une bonne bouteille de vin. » Le regard suppliant dans ses yeux s'est immédiatement transformé en colère et en désespoir. Peut-être était-elle en colère parce que je me moquais d'elle exprès. En voyant son visage qui était sur le point de s'effondrer, le peu de malice dans mon cœur s'est aussi dissipé. Zut, on dirait que je me suis trop moqué, même si je ne suis pas d'accord avec son comportement de se considérer comme un produit. Après tout, il s'agit d'une vie humaine. Qui a dit que je suis quelqu'un de beau et de bon cœur? J'ai changé de ton. Cependant, que ce soit un salaud ou une bonne personne, je ne veux être ni l'un ni l'autre, mais nous pouvons être des gens d'affaires. Elle m'a regardé, confuse. Je me souviens que ton dossier scolaire n'est pas mauvais et à l'avenir, tu es considéré comme un atout potentiel. Par conséquent, je peux te prêter l'argent. Considère ça comme un investissement personnel. 85 000 $ américains. Je peux te les virer tout de suite ou directement à l'hôpital, comme tu préfères. Ses yeux se sont immédiatement illuminés de surprise et de joie extrême. Mais j'ai levé un doigt. Il y a des conditions. Dans 10 ans, tu devras me rembourser 50 000 $ américains. Le taux d'intérêt n'est pas élevé. Pour toi, ça ne devrait pas être difficile. En même temps, tu dois réussir l'examen d'entrée à l'UNAM le mois prochain. C'est la première étape pour prouver ta capacité de remboursement et aussi la clause de contrôle de risque pour cet investissement. Elle était stupéfaite, puis, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage, elle a hoché la tête rapidement, craignant que je ne change d'avis. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone, puis j'ai tourné les talons et je suis parti sans prendre la peine de regarder l'expression de son visage. Juste en sortant du petit bois, la lumière du soleil a de nouveau brillé sur moi. À ce moment-là, un étudiant en uniforme est arrivé en courant. En me voyant, ses yeux étaient remplis d'hostilité et il m'a lancé un regard noir. D'après la direction où il allait, il semblait chercher Alicia. J'ai froncé les sourcils. On dirait que c'est le garçon qui, d'après les rumeurs, est le deuxième meilleur élève de la promotion, qui court après Alicia depuis 3 ans. Oui, il n'est pas trop mal, mais son jugement n'est pas très bon. Une fille capable d'envisager de se vendre pour payer une dette comprend vraiment l'importance des liens familiaux. Je me suis étiré, ça n'a rien à voir avec moi non plus. De toute façon, je n'ai jamais cru en l'amour, mais je dois encore trouver un avocat pour rédiger les termes du contrat. Quelle corvée, en réalité, je m'en fiche complètement qu'elle rembourse l'argent ou non. 85 000 $, ce n'est rien pour moi. Les clauses du contrat sont surtout là pour que les autres les entendent. C'est une barrière que je me suis fixée. Sinon, aujourd'hui c'est Alicia, demain ce sera Mercedes Lopez. N'importe qui viendrait me demander de l'argent. Peu importe combien d'argent j'ai, je ne peux pas supporter ce genre de dépenses. Je suis le plus dissolu de la famille. Je dois faire un peu attention à l'argent que j'ai pour m'assurer de pouvoir être un vagabond et de rester riche et prospère toute ma vie. Dépenser 85 000 $ américains pour m'acheter un sentiment d'autosatisfaction d'avoir fait une bonne action aujourd'hui et au passage, contempler en personne le désarroi de la belle de l'école. Cette affaire n'est pas une perte, mais si ça arrive tous les jours, je ne pourrai pas le supporter. Après avoir parlé à l'avocat et convenu de l'heure et du lieu, j'ai raccroché le téléphone et j'ai transféré le contrat à Alicia. Cette affaire est réglée. Je me suis dirigé à grandes enjambées vers ma destination initiale, une salle d'activité du club. À travers la fenêtre, j'ai pu voir la scène à l'intérieur. Mon amie d'enfance, Camilla, parlait intimement avec un jeune homme qui ressemblait à un voyou. Nos familles, les Luna et la mienne, sont des familles alliées avec des liens commerciaux étroits. Par conséquent, Camilla et moi sommes donc considérés comme des amis d'enfance depuis tout petit. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la sœur de Camilla, Sophia, une véritable héritière, arrogante, belle et aux méthodes directes. Plus important encore, elle est exceptionnellement bonne avec moi. Chaque fois que nous nous voyons, l'argent de poche qu'elle me donne se compte par dizaines de des milliers de dollars. Pour quelqu'un qui aime paresser et qui espère seulement devenir un bon à rien. Elle est un distributeur de billets ambulants. Les gens qui me donnent de l'argent sont de bonnes personnes. C'est le credo de ma vie. De plus, Sophia est sur le point de se fiancer avec mon frère Matteo, qui a l'apparence glamour d'une élite. Plus tard, elle deviendra officiellement ma belle-sœur. Génial. Ma vie de riche débauché est encore plus assurée. Par conséquent, quand Camilla, à cause d'un voyou, a vu ses notes passer du sommet de la classe à un niveau moyen, ce qui a poussé sa sœur à me demander personnellement mon avis. J'ai su que je devais intervenir dans cette affaire. Si tu acceptes l'argent de quelqu'un, tu dois aider cette personne à faire quelque chose. C'est la seule façon pour que ça dure longtemps. Avant d'entrer par la porte, un étudiant avec les yeux rouges est sorti en courant et m'a bousculé.
Il a trébuché de 2 pas en arrière. Il a levé la tête pour me regarder. Ses yeux étaient remplis d'humiliation et d'insatisfaction. Je l'ai reconnu. Il semble que ce soit un étudiant pauvre que Camilla a aidé une fois. Très bon élève et aussi honnête d'apparence. C'est probablement le genre de drame romantique douloureux du type « j'aime ma bienfaitrice », mais ma bienfaitrice aime un gangster. J'ai secoué la tête avec une petite envie de rire dans mon fort intérieur. Le garçon est trop immature. Pour les riches de la 2e génération comme nous, donner de l'argent est souvent juste une habitude, une forme de divertissement pour montrer son statut. Ça ne veut pas dire que nous sommes de bonnes personnes du tout. Si tu es vraiment reconnaissant, alors efforce-toi de gravir les échelons et utilise les bénéfices pour rembourser. C'est ce qu'on appelle gérer les relations humaines. Insister pour se mêler des sentiments, c'est chercher les ennuis. Regarde-le maintenant, blessé comme un chien. Je l'ai ignoré et j'ai directement poussé la porte entr'ouverte. Il y a eu un grincement. La scène à l'intérieur s'est entièrement révélée. Camilla était à moitié allongée dans les bras du voyou nommé Ramiro, riant bêtement. La main de Ramiro était placée de manière déplacée sur sa taille. Mademoiselle de la famille Luna. En entendant le bruit de la porte qui s'ouvrait, le sourire de Camilla se figea sur son visage. En me voyant, elle a froncé les sourcils immédiatement. Elle s'est dégagée des bras de Ramiro. Ses paroles étaient pleines de méfiance et d'agacement. « Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens aussi me conseiller de rompre avec Ramiro? Je te préviens, ne perds pas ton temps. » Elle se leva et me toisa de la tête aux pieds. Son regard était rempli de mépris. « Toi, un bon à rien de la famille Vega, qui ne peut même pas prendre soin de toi-même. De quel droit tu me fais la morale? » Je ne me suis pas fâché, j'avais même un peu envie de rire. Le mot bon n'a rien était l'étiquette de paresseux que j'avais construite pendant plus de 10 ans. Pourquoi devrais-je me fâcher? J'ai moi-même tiré une chaise poussiéreuse et me suis assis en croisant les jambes. Mon regard l'a ignoré et s'est posé sur Ramiro, qui évitait le contact visuel derrière elle. Des piercings aux oreilles, au nez, à la langue, des cheveux blonds vifs. Mon Dieu, tous les éléments nécessaires, comme un spécimen standard tiré de quelques magazines clandestins. Ne sois pas tendu. J'ai fait un geste de la main à Camilla, en souriant innocemment. Je ne te fais pas la morale, je suis juste curieux. Je l'ai regardé d'un air amusé et lui ai demandé, une fille de la famille Luna qui a toujours été obéissante aux règles. Pourquoi aime-t-elle soudainement ce genre de personne? Mon ton était trop détendu, ce qui, au contraire, cela a rendu Camilla encore plus furieuse. Qu'est-ce que tu peux bien y comprendre? Hâtée, elle haussait la voix comme si elle essayait de me convaincre, et en même temps, de se convaincre elle-même. Ramiro est différent des jeunes riches hypocrites comme vous. Lui, il vit vraiment, il vit librement, dit-elle en enlaçant le bras de Ramiro. Son visage affichait une adoration presque fanatique. C'est ça, la vraie vie. Les vies stéréotypées comme les vôtres sont ennuyeuses, un véritable gaspillage de vie. Cela dit, elle m'a de nouveau pointé du doigt. Surtout toi, Victor. Les études ne t'intéressent pas et les fêtes ne sont pas non plus ton truc. À part être un Vega, qu'as-tu d'autre? Tu es un bon à rien du début à la fin. J'ai hoché la tête comme si je venais de comprendre. Je vois. La fougue de la jeunesse, n'est-ce pas? Camilla a peu être pensé que je la croyais et un regard de suffisance est apparu sur son visage. Ramiro a également bombé le torse. Ses yeux ne me regardaient plus avec peur. L'instant d'après, j'ai attrapé la chaise sous moi sans prévenir et j'ai frappé la jambe de Ramiro de toutes mes forces. Il y a eu un grand bang, accompagné du cri misérable de Ramiro, semblable à celui d'un cochon qu'on égorge. Le monde entier est devenu silencieux. Le regard suffisant sur le visage de Camilla s'est immédiatement figé, se transformant en pure horreur. Elle a fixé Ramiro qui gémissait au sol en se tenant la jambe, puis m'a regardé avec incrédulité. « Victor, tu es fou ?» Hâtée, elle criait en se jetant sur moi, sortant ses griffes pour m'érafler le visage. Je me suis penché pour l'esquiver. J'ai retourné ma main et j'ai attrapé son poignet. De l'autre main, sans utiliser beaucoup de force, je lui ai juste donné une légère gifle. Une gifle nette. Elle n'était pas forte, mais le degré d'humiliation était extrêmement élevé. Camilla était complètement abasourdie, se tenant le visage. Les larmes coulaient comme les perles d'un collier cassé. « Tu m'as frappé. Tu es réveillé maintenant ?» J'ai lâché sa main et je l'ai regardée de haut. Elle a tremblé, reculant d'un pas instinctivement. Ramiro, au sol, continuait de gémir. Ses yeux me regardaient, remplis de terreur. « Tu n'aimes pas être authentique? Tu aimes la liberté ?» Je me suis approché de lui et j'ai posé un pied sur sa poitrine. « Dis-moi, comment te sens-tu maintenant ?»« Libre. » Ramiro était trempé de sueur, incapable de dire un mot. Camilla a voulu se jeter sur moi pour m'écarter, mais mon regard l'a arrêté. « Tu n'es pas très doué, tu n'es pas un vrai de la rue. » Je me suis accroupi et j'ai tapoté le visage de Ramiro. « Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant ?» Il a tremblé, n'osant pas émettre un son. Je me suis relevé et je me suis immédiatement senti lassé. « Tu n'as que si peu de courage. »« Hein, tu oses séduire la demoiselle d'une famille riche pour lui faire des bêtises dehors ?» J'ai relevé Camilla qui tremblait, comme si je traînais un chien mort, et j'ai tiré Ramiro du sol. « Lâche-moi !»
Je dois aller à l'hôpital. Tais-toi, ai-je dit froidement en l'interrompant. Si tu dis un mot de plus, je lui briserai l'autre jambe. Camilla s'est tue immédiatement, se contentant de sangloter. Je ne les ai pas emmenés à l'hôpital, mais j'ai plutôt appelé un taxi directement pour le célèbre quartier del Sol, dans la partie ouest de la ville. Un cybercafé sombre et enfumé, une salle de billard chaotique et aussi des femmes dans la rue et des ivrognes avec une forte odeur d'alcool. Je l'ai sorti de la voiture et je l'ai plaqué contre un mur dans une ruelle sale. La forte odeur d'urine et l'odeur d'ordures pourries lui ont frappé le visage. Camilla a vomi sur le champ. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai désigné du doigt quelques voyous blonds qui s'insultaient et se bousculaient au fond de la ruelle. Regarde, c'est ça le vent de la jeunesse que tu aimes. Assez authentique, assez libre. Si ça te plaît, je te jette là, dedans, tout de suite. Laisse-les te faire expérimenter ce que c'est que de vivre vraiment. Le visage de Camille était blême de peur, tout son corps tremblait comme une feuille. Elle a attrapé mon bras en pleurant sans arrêt. J'ai eu tort, Victor, j'ai eu tort. Rentrons à la maison, je t'en supplie. Juste à ce moment-là, du coin de l'œil, j'ai vu une silhouette familière. C'était Ramiro Kojeba et, profitant de notre inattention, il s'était faufilé discrètement par l'autre bout de la ruelle. Il courait plus vite qu'un lapin et n'a même pas pris la peine de regarder Camille. Moi aussi, j'étais trop paresseux pour le poursuivre. Ce genre de personne ne mérite pas que je lève la main sur lui une seconde fois. Camille l'a clairement vu aussi, la couleur de son visage a complètement disparu. Sa dernière illusion s'est également brisée en 1000 morceaux face à ce dos qui fuyait désespérément. Elle n'a plus pleuré, elle est juste restée paralysée, comme si on lui avait aspiré l'âme. Je l'ai remise dans la voiture et j'ai indiqué la direction de la maison des Luna. Pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot de plus. Ce soir-là, j'ai reçu un texto. C'était de Sophie. Victor, merci, j'ai répondu avec un emoji, de rien. Cette affaire est considérée comme close. Effectivement, 2 jours plus tard, la maison des Luna était calme. Personne n'est venu me chercher des ennuis. Ma mère m'a posé une question, j'ai juste dit que Camille était immature et que j'avais aidé la famille Luna à lui donner une petite leçon. Ma mère n'a pas posé plus de questions, elle m'a juste averti de faire attention à ne pas dépasser les bornes à l'avenir. Je sais, ma future belle-sœur Sophie s'était occupée de tout. Je n'ai pas mal joué cette carte. Ma vie de riche débauché est assurée. Mais le lendemain, je ne pouvais plus sourire parce que Ramiro était mort. Un accident de voiture, mort subite. Il n'y a pas de telle coïncidence dans ce monde, je venais de lui donner une leçon et immédiatement après, il est mort de façon inattendue. Je ne suis pas un idiot. Si derrière ça il n'y a pas la main de Sophie, je me coupe la tête et je m'en sers comme d'un ballon pour jouer. Cette future belle-sœur est plus cruelle que je ne le pensais. J'ai soudain senti que cette famille était terrible. Ils portent tous un masque raffiné, plaçant tranquillement chaque pièce sur l'échiquier des intérêts, éliminant froidement tous les obstacles. Mon frère l'élite, Mathieu, est comme ça. Ma future belle-sœur Sophie, douée pour les relations sociales, est aussi comme ça. Et mes parents, qui maintiennent l'image d'un mariage modèle, ne sont-ils pas pareils? Seul moi suis une anomalie, un bon à rien qui ne veut que paresser. J'ai frissonné et j'ai sauté du lit. Non, je dois déménager, je dois m'éloigner de ces gens impitoyables immédiatement. Ce n'est qu'en restant en vie que je pourrai continuer à paresser. La décision de déménager ne m'a pris qu'une nuit, je n'ai dit au revoir à personne. Le lendemain matin, je suis descendu avec la valise que j'avais préparée depuis longtemps. Ma mère était assise dans le salon, buvant élégamment son thé matinal. En me voyant, elle a juste levé les yeux avec indifférence. « Où vas-tu? Changer d'endroit pour dormir ?» ai-je répondu distraitement. Elle n'a pas posé plus de questions et a baissé la tête pour continuer à lire le magazine financier. Mon soi-disant père dormait probablement chez une maîtresse et il n'était pas rentré. Cette maison est aussi froide qu'une chambre froide. Tout le monde vit dans sa propre orbite, sans interférer les uns avec les autres, à moins que leurs intérêts ne soient en jeu. J'ai tiré ma valise sans regarder en arrière et j'ai quitté la luxueuse villa qui manquait de toute chaleur humaine. J'avais un penthouse que j'avais acheté il y a longtemps dans le centre-ville. Il était encore vide. C'était maintenant le moment pour lui de remplir sa fonction. L'appartement était très grand et aussi très vide. Le réfrigérateur était complètement vide. J'ai conduit ma voiture de sport jusqu'au supermarché le plus proche. J'avais besoin de nourriture et de snacks pour remplir cette nouvelle maison et aussi pour combler l'inexplicable mélancolie dans mon cœur. En poussant le caddie, je suis passé devant les rayons bien remplis. Des chips, du Coca-Cola, du chocolat, des pizzas surgelées. J'étais comme un robot scanner, jetant tout dans le caddie sans aucune émotion. Juste au moment où je tournais au coin d'un rayon, m'apprêtant à prendre une boîte de gaufres en édition limitée sur le dessus de l'étagère, je me suis arrêté. Dans un coin de la zone des promotions, une fille fourrait discrètement un sachet de pain dans la manche de sa chemise. Elle paraissait quelques années plus jeune que moi, toute menue. Elle portait un uniforme délavé qui était clairement trop grand pour elle. Son visage était très propre. Il était petit, de la taille de la paume d'une main. Ses yeux étaient très grands, comme ceux d'un faon effrayé. Dommage que ses mains et ses pieds n'étaient pas très propres. Je n'ai rien dit.
Je me suis simplement adossé à l'étagère, les bras croisés, en la regardant avec intérêt. La manche était trop petite, le pain trop gros. Après avoir essayé plusieurs fois, son front était déjà perlé de sueur à cause de la hâte. Finalement, elle a senti quelque chose. Ses gestes se sont arrêtés et elle a lentement levé la tête. Nos regards se sont croisés. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé fixement. 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes. Son visage est passé du blanc au rouge, puis du rouge au blanc à une vitesse visible à l'œil nu. Ses grands yeux étaient d'abord remplis d'horreur, puis de panique, et finalement se sont remplis d'une honte et d'une humiliation indicibles. La main qui tenait le pain s'est crispée. Bam! Le pain est tombé par terre. Elle semblait avoir perdu toute sa force et tout son corps s'est affaissé. Elle avait la tête baissée. Elle voulait juste enfouir son visage dans le sol. J'ai perdu tout intérêt. Je me suis approché. Je me suis baissé pour ramasser le sac de pain et je l'ai jeté dans mon caddie. Puis, nonchalamment, j'ai balayé toutes sortes de biscuits, bonbons et chocolats de l'étagère d'à côté dans le caddie. En peu de temps, mon caddie était rempli jusqu'à former une petite colline. J'ai poussé le caddie devant elle. Elle gardait la tête baissée, tout son corps tendu comme si elle attendait un jugement. J'ai utilisé le bout de ma chaussure pour toucher doucement ses baskets en toile délavée. « Tu n'as pas d'argent pour manger ?» Elle est restée silencieuse. Son corps a eu un petit tremblement. Puis elle a hoché doucement la tête. 1 seconde plus tard, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a secoué vigoureusement la tête. J'étais un peu impatient. D'abord elle hoche la tête, puis elle la secoue. « Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ? Parle !» Ma voix était un peu plus forte. Elle a sursauté. Effrayée par moi, elle a soudainement levé la tête pour me regarder. Elle avait les yeux rouges, les larmes sur le point de couler, mais elle s'est fermement retenue pour ne pas les laisser tomber. Elle a ouvert la bouche et quelques sons vagues sont sortis de sa gorge. Puis elle a secoué la tête précipitamment, gesticulant avec ses mains d'un air confus, pour indiquer quelque chose. J'étais stupéfait. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Elle est muette. En voyant son expression anxieuse et désemparée, l'impatience dans mon cœur s'est immédiatement éteinte. Autrement dit, je suis maintenant l'imbécile qui se moque d'une personne handicapée, du genre de choses qui, quand on y repense au milieu de la nuit, vous oblige à vous donner 2 gifles. Je n'ai rien dit de plus. J'ai fait demi-tour et j'ai poussé un autre chariot. Lait, flocons d'avoine, plats instantanés, conserves, nouilles, instantanées. J'ai ramassé tous les aliments pratiques et non périssables auxquels j'ai pu penser, remplissant un autre chariot. Puis j'ai poussé les 2 chariots devant elle. J'ai désigné la caisse d'un coup de menton, lui indiquant de me suivre. Elle a regardé fixement les 2 montagnes de nourriture empilées, puis elle m'a regardé. Elle semblait ne pas avoir encore repris ses esprits. J'avais la flemme d'expliquer et je l'ai tirée directement par l'avant-bras vers la caisse. Son avant-bras était glacial et si mince qu'il semblait pouvoir se briser au moindre effort. Après avoir payé, j'ai porté seul les grands et les petits sacs. Elle me suivait comme une petite ombre, avec quelques-uns des sacs de snacks les plus légers dans les mains. J'ai chargé toute la nourriture dans le coffre et sur le siège arrière de ma voyante voiture de sport. « Montez !» lui ai-je dit. Elle a hésité un instant, mais a ensuite ouvert la portière du siège passager et est entrée. « L'adresse ?» Elle s'est figée, puis a désigné sa bouche et a de nouveau secoué la tête. J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert le GPS et le lui étendu. Elle a pris le téléphone. Ses petits doigts ont tapoté l'écran pendant un long moment. Finalement, elle a localisé un endroit, le vieux quartier dans la partie ouest de la ville. Un lieu en ruine par lequel je ne me donnais même pas la peine de passer. Je n'ai rien dit. J'ai démarré la voiture. Pendant tout le trajet, un silence de mort régnait dans la voiture. Elle a gardé la tête baissée tout le temps, ses mains agrippant l'ourlet de ses vêtements, tel un oiseau effrayé qui se serait égaré dans le monde des humains. La voiture est passée par des ruelles étroites et vétustes. Elle s'est finalement arrêtée devant un immeuble qui menaçait de s'effondrer. J'ai coupé le moteur et, avec elle, nous avons sorti la nourriture de la voiture. Le couloir était sombre et humide, dégageant une odeur de renfermé et une autre odeur particulière indescriptible. Marie m'a guidé jusqu'au 3e étage et a ouvert une porte en bois dont la peinture s'écaillait. Une forte odeur de tisane médicinale m'a saisi. La chambre était minuscule, si petite qu'on pouvait tout embrasser du regard. Aujourd'hui, j'ai vraiment vu ce que signifie l'expression n'avoir que 4 murs. Sur un lit de planches de bois vieille et cassée gisait une vieille femme émaciée. La vieille dame avait les yeux clos. Sa respiration était faible, comme si elle pouvait s'interrompre à n'importe quel moment. La jeune fille a posé les provisions, a couru au lit et a tapoté adroitement le dos de la vieille dame. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. J'ai à peu près compris. Ce n'était pas qu'elle n'avait pas d'argent pour manger, mais plutôt qu'elle n'en avait pas pour le traitement médical de sa parente. Voler du pain était sans doute un acte désespéré à cause de la faim, mais elle ne voulait pas utiliser l'argent destiné au traitement de la vieille dame. Encore ce genre de drame larmoyant. Je suis la personne qui déteste le plus assister à ce genre de scène. La jeune fille a fini de s'occuper de sa grand-mère, s'est approchée de moi et s'est inclinée profondément. Ensuite,
Elle a pris un vieux carnet sur la table, et un stylo, et y a rapidement écrit. Une fois qu'elle a eu fini d'écrire, elle m'a tendu le carnet. Dedans, il y avait une ligne d'écriture élégante. « Merci. Combien coûtent ces choses? Je vous rembourserai sans faute plus tard. » J'ai regardé l'écriture en ayant un peu envie de rire. Avec quoi va-t-elle payer? En volant à nouveau? Je n'ai rien dit. J'ai juste sorti mon téléphone et j'ai appelé le secrétaire personnel de ma maison, Monsieur Reyes. L'odeur de pauvreté et l'odeur de médicaments dans cette pièce me donnaient mal à la tête. Je voulais juste régler ça rapidement avec de l'argent. Monsieur Reyes, contactez pour moi la chambre spéciale de l'hôpital central de la ville. Dans 15 minutes, envoyez une ambulance à l'immeuble d'appartement dans l'ouest de la ville. Je vous enverrai l'adresse. Les frais sont directement débités de mon compte. J'ai fini de donner mes instructions de manière concise et j'ai raccroché le téléphone. Tout le processus n'a même pas duré 1 minute. La fille était complètement abasourdie. Elle a ouvert la bouche en me regardant sans comprendre. Elle a oublié de pleurer, elle a oublié d'écrire. Je pouvais le comprendre. Ce qu'elle avait dû désirer de toutes ses forces toute sa vie était quelque chose que je pouvais résoudre avec un simple appel téléphonique. La disparité du monde est parfois aussi cruelle. Pourquoi es-tu abasourdi? J'ai donné un léger coup de pied dans le sac de voyage à ses pieds. Fais tes bagages. Préparez-vous à aller à l'hôpital. Elle s'est réveillée en sursaut et a immédiatement commencé à faire ses bagages frénétiquement. En réalité, il n'y avait pas grand-chose à emballer, quelques vieux vêtements délavés, une tasse en porcelaine cassée. L'ambulance est arrivée très vite. Le personnel médical professionnel a placé soigneusement la vieille dame sur le brancard. Du début à la fin, la fille s'est agrippée au pan de ma chemise avec force, comme si elle craignait que je ne disparaisse soudainement. Je me suis senti un peu mal à l'aise, mais je n'ai pas repoussé sa main. À l'hôpital, tout était arrangé. Une chambre spéciale, une infirmière à plein temps, l'équipe de spécialistes de haut niveau a immédiatement commencé la consultation. Je me tenais à l'extérieur de la fenêtre lumineuse et propre de la chambre, regardant les médecins et les infirmières affairés à l'intérieur et la fille assise au chevet du lit, à la fois effrayée et reconnaissante. L'obscurité dans mon cœur, née de la mort de Ramiro, semblait se dissiper un peu. Dépenser de l'argent peut vraiment acheter de la bonne humeur. À ce moment-là, on a de nouveau tiré doucement sur le pan de ma chemise. Elle a levé le vieux carnet devant moi. Comment puis-je vous rembourser votre bonté? Je n'ai pas dit que vous deviez me rembourser. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai dit, en regardant cette fille petite mais têtue, je l'ai soudainement trouvée un peu intéressante. Elle s'est dépêchée d'écrire très vite dans le carnet. L'écriture était un peu griffonnée. Non, je ne peux pas accepter votre argent sans raison. Vous êtes une bonne personne, mais je ne peux pas. J'ai vu les deux mots « bonne personne » et le sourire au coin de mes lèvres s'est accentué. À notre époque, un playboy comme moi est aussi considéré comme une bonne personne. C'est génial d'avoir de l'argent. Je ne suis pas une bonne personne. Je l'ai interrompue pendant qu'elle écrivait, puis j'ai continué. Deuxièmement, j'ai déjà dit que je déteste les ennuis. Que vous discutiez de ça avec moi ici, c'est précisément me causer des ennuis, vous comprenez? Elle a été abasourdie par ma logique absurde. Elle m'a regardé fixement, ne sachant pas comment répondre. En voyant son expression, j'ai soupiré. Qui a dit que je suis quelqu'un qui est à la fois beau et bon cœur? Je me suis approché d'elle sans plus de cérémonie. Je lui ai pris le cahier et le stylo des mains. Puis j'ai baissé la tête et j'ai écrit rapidement dans le cahier. Considérez simplement que je souscris une assurance. À l'avance. Elle m'a regardé avec méfiance. J'ai recommencé à écrire. Étudie bien. Entre dans une bonne université. Trouve un bon travail. Si un jour je tombe en disgrâce et que je dois mendier dans la rue, souviens-toi de me donner un bol de riz. Une fois que j'ai eu fini d'écrire, je lui ai rendu le cahier. Maria a regardé les mots sur le cahier pendant très longtemps. Puis elle a levé la tête. Ses yeux clairs comme de l'eau de source ont finalement débordé. Elle n'a pas pleuré à voix haute. Elle a seulement versé des larmes en silence. Goutte à goutte, elles sont tombées sur le vieux cahier. C'est bon maintenant, ne pleure plus. Je me suis retourné mal à l'aise et j'ai dit « Ta grand-mère a encore besoin que tu t'occupes d'elle. Pleurer te donne un air si négligé. » J'ai réfléchi un instant, puis j'ai ajouté « Quelle est ton école? Je dirai à Monsieur Reyes de payer tes frais de scolarité au passage. À partir de maintenant, je lui dirai de t'envoyer 700 $ américains de frais de subsistance chaque mois jusqu'à ce que tu sois diplômé de l'université et que tu trouves un travail. Ne me dis pas que tu n'en as pas besoin. Je considère ça aussi comme une prime d'assurance. » Ayant fini de parler, j'étais trop paresseux pour continuer à regarder cette scène larmoyante. J'ai donné quelques instructions simples au médecin, j'ai tourné les talons et je suis parti. En conduisant sur la large route, je me suis soudain senti un peu ridicule. Moi, le deuxième jeune maître de la famille Vega, quelle est la probabilité que je tombe en disgrâce? Totalement impossible, n'est-ce pas? Je dépensais simplement de l'argent pour accumuler des bénédictions pour moi-même. Après tout, les gens qui m'entourent sont tous plus vicieux les uns que les autres. Je dois accumuler plus de vertus pour pouvoir m'assurer qu'un playboy comme moi
puisse vivre longtemps et être riche et prospère pour toujours. Et puis, je suis tombé en disgrâce. Seulement 5 ans. Mon frère, l'élite à l'allure glamour, Matteo, a eu une liaison extra-conjugale. Quand la nouvelle a éclaté, je prenais un bain de soleil sur mon île privée. En recevant l'appel, j'ai même eu un peu envie de rire. C'était prévisible. Mon frère, au fond, est un homme faible et indécis qui aime prétendre être un amant dévoué. Tôt ou tard, il serait séduit par les papillons de l'extérieur. J'ai même eu la flemme de revenir pour assister à ce drame. Après tout, les mariages de l'élite se ressemblent tous. Ça ne devrait pas être un gros problème. Jusqu'à ce que mes cartes bancaires soient gelées une par une. Tous les biens immobiliers, actions et fonds d'investissement à mon nom ont disparu, du jour au lendemain. C'est seulement à ce moment-là que j'ai lentement réalisé que les choses semblaient mal tourner. Quand je suis revenu en hâte de l'île, tout était déjà réglé. Le groupe Vega avait changé son nom pour Luna. Mon père a été poursuivi pour de multiples chefs d'accusation économiques. Les preuves étaient accablantes. En gros, il devrait passer le reste de sa vie en prison. Mon frère Matteo a été dépouillé de tous ses biens. La petite maîtresse a également disparu sans laisser de traces. Il était comme si on lui avait retiré les tendons et les os, complètement anéantis. Et moi, un bon à rien, qui ne voulait que paresser. Je n'ai pas été épargné non plus. L'argent personnel que j'avais économisé avec tant d'efforts pendant plus de 20 ans a disparu jusqu'au dernier centime. J'ai tout perdu. Je me tenais à la porte de mon penthouse, les regardant tous les deux. Des gardes du corps en costume noir au visage impassible bloquaient le passage. Ma tête tournait. « Hé, belle sœur, si tu veux te venger, je n'ai pas d'objection, mais quel est l'intérêt d'envoyer mon père en prison et de piller le groupe Vega ? En pensant à ça, je suis devenu incroyablement furieux. Ce n'est pas que je sois en colère contre Matteo, c'est qu'il est mort. Il a le culot d'être infidèle, mais il n'a pas la capacité d'empêcher sa femme de se venger. Alors, pourquoi s'est-il mis dans le pétrin ? J'avais même un peu peur. Il se pourrait que je sois en train de vivre dans un roman de vengeance d'une grande protagoniste féminine. Et moi, j'étais un personnage secondaire emporté par la vague. La porte s'est ouverte. Sophia était assise sur mon canapé italien préféré, dans le salon de mon appartement. Elle portait une nuisette en soie. Sous l'ourlet de sa robe, on apercevait un bout de mollet blanc, une posture élégante en faisant tournoyer son verre à pied. C'était la bouteille de Romanée Conti que j'avais gardée pendant de nombreuses années. 5 ans ont passé. Elle était plus belle qu'avant, mais aussi plus froide. Cette aura puissante de contrôle absolu rendait l'air difficile à respirer. Elle m'a vu, a posé son verre de vin et m'a souri doucement, comme si nous étions encore de la même famille. Elle était toujours ma belle-sœur aimable et digne. Tu es rentrée. Je n'ai rien dit, je me suis contenté de la fixer. Elle s'est levée, marchant pieds nus sur le doux tapis en laine de mouton. Pas à pas, elle s'est approchée de moi. « Victor, ne me regarde pas comme ça. Je ne le voulais pas non plus. » Elle a tendu la main pour toucher mon visage. J'ai tourné la tête pour l'esquiver. Ça ne l'a pas dérangée, elle a retiré sa main et a parlé lentement. « Ton frère est trop stupide. Je lui ai donné une chance. C'est dommage qu'il n'ait pas su l'apprécier. » Je me suis mis à rire froidement. Alors, c'est ça. Sa façon de me regarder est soudainement devenue un peu ambiguë. En réalité, j'ai toujours pensé que tu étais bien plus intéressant que lui. Dommage qu'à l'époque, j'avais besoin de l'héritier de la famille Vega, pas d'un playboy inutile. Elle a fait une pause. Sa voix avait une pointe de charme. « Victor, ça t'intéresse de rester et d'être mon partenaire ? Je peux toujours m'occuper de toi comme avant. » En entendant ça, j'ai soudainement éclaté de rire. J'ai ri sans m'arrêter, les larmes aux yeux. Tss, tss. J'ai essuyé le coin de mon œil en regardant son visage impeccable. En t'écoutant, j'ai encore des doutes. Cette petite maîtresse, ce n'est pas toi qui l'as mise dans le lit de mon frère. Le sourire sur son visage s'est finalement figé. Même si ce n'était que pour un instant, je l'ai remarqué. La dernière lueur d'espoir dans mon cœur s'est également dissipée. Effectivement, cette femme était une folle du début à la fin. Elle ne recule devant rien pour atteindre son objectif. J'ai effacé mon sourire et l'ai regardé sans expression. Puis, j'ai lentement levé mon majeur vers elle. « Va te faire !» Le dernier sourire sur son visage a également disparu. À la place, il y avait une froideur indifférente. Ingrate. Elle a agité la main sans même prendre la peine de me regarder à nouveau. Les deux gardes du corps se sont immédiatement approchés, me saisissant comme un poussin. J'ai été brutalement poussé hors de ma propre maison. La porte a claqué devant moi, m'isolant de tout ce que j'avais un jour possédé. Je suis resté debout dans le couloir silencieux, sans pouvoir m'empêcher de rire bêtement. Si j'avais vraiment cru à ces paroles démoniaques et que j'étais resté pour être son jouet, attendant qu'elle se lasse, je crains que je n'aurais même pas su quand je mourrais. Je sais très bien que je ne peux pas lutter contre elle. Même mon père rusé a été victime de ces complots. Moi, un homme qui ne sait que profiter de la vie, avec quoi vais-je lutter contre elle? M'éloigner de cette folle, survivre est le plus important. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas d'argent, la survie passe avant tout. J'ai parcouru ma liste de contacts à la recherche de mes amis qui m'appelaient mon frère, qui disaient frère Victor, prince Victor toute la journée.
J'ai composé le premier numéro. Allô? Vinicius, c'est Victor. Il y a eu un silence de 3 secondes à l'autre bout du fil, puis une voix prudente. Qui est-ce? Désolé, mauvais numéro. Bip bip bip. Le téléphone a été raccroché. Je suis resté stupéfait un instant, puis j'ai souri avec autodérision. J'ai continué à composer le deuxième numéro. Le résultat a été le même. Le troisième, le quatrième numéro, soit c'était un mauvais numéro, soit personne ne répondait. Ah, ces gens sont si pragmatiques. Je me suis appuyé contre le mur froid, un par un. J'ai supprimé les numéros de contact de ces soi-disant amis de mon téléphone. En effaçant jusqu'à la fin, il ne restait plus que quelques numéros familiers solitaires sur l'écran, froids et impossibles à appeler. J'ai vendu tous les objets de valeur que je portais sur moi. J'ai obtenu moins de 14 000 $ américains en échange. Cette somme d'argent n'était même pas suffisante pour mon vin d'une seule soirée auparavant. Maintenant, c'est toute ma fortune. J'ai besoin d'un moyen de subsistance. J'ai erré dans la rue en pensant à une solution. Inconsciemment, je suis retourné marcher sous mon immeuble. J'ai levé la tête pour regarder l'étage supérieur illuminé, qui fut autrefois le mien. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire amèrement. Immédiatement après, j'ai fait demi-tour. Si ça ne marche pas, j'irai chercher un travail à visser des boulons. Le seuil d'entrée est bas et ils offrent le gîte et le couvert. De toute façon, j'ai assez profité de ces 20 années de richesse. Ce n'est pas une perte. J'ai baissé la tête en calculant tout en marchant. Soudain, je me suis heurté à une paire de bras doux. Un léger parfum s'est dégagé. Instinctivement, j'ai levé la tête. Mon regard a violemment croisé une paire d'yeux clairs. C'était une fille au visage délicat, vêtue d'un t-shirt blanc et d'un simple jean, pur comme une feuille de papier vierge, un peu familière, mais je n'ai pas pu me souvenir immédiatement où je l'avais rencontrée. Mais elle m'a clairement reconnu. J'ai pu voir clairement que, lorsqu'elle m'a reconnu, ses yeux se sont immédiatement illuminés d'une surprise et d'une joie indescriptibles. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose. Mais ensuite, comme si elle réalisait quelque chose, elle a finalement sorti rapidement son téléphone de sa poche. Elle a tapé rapidement sur l'écran. La lumière de l'écran a éclairé son visage légèrement tendu. « Monsieur Victor, vous vous souvenez de moi? Monsieur Victor, peu de gens m'appellent comme ça ces derniers temps. » J'ai regardé attentivement son visage. Les fragments de souvenirs poussiéreux ont commencé à s'assembler lentement. Il y a 5 ans, la silhouette tremblante dans le supermarché, la fille qui s'occupait de sa grand-mère dans la maison en ruine, la fille qui avait écrit sur le papier pour demander comment me rendre ma bonté. « C'est toi, Maria ?» Je suis sorti de ma torpeur, un peu surpris. Ses yeux se sont illuminés d'étonnement. Elle a hoché la tête énergiquement. Cette joie débordait presque de ses yeux clairs. J'étais encore plus confus. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle a de nouveau écrit rapidement et m'a montré son téléphone. J'ai vu les nouvelles concernant la famille Vega. J'étais très inquiète pour toi. J'ai deviné que tu pourrais revenir jeter un œil, alors j'ai attendu ici. Depuis hier, mon cœur a été touché par quelque chose qui n'était ni lourd ni léger. En d'autres termes, pendant les 24 heures depuis que j'ai été chassé de chez moi, Maria était restée ici, en bas de l'immeuble où je ne pourrais plus jamais entrer, utilisant la méthode la plus idiote, attendant une possibilité incertaine. Une émotion absurde et complexe a surgi en moi, alors que mes soi-disant amis s'empressaient de prendre leur distance. Une fille que j'avais presque oubliée, que j'avais aidée par hasard il y a 5 ans, veillait sur moi ici jour et nuit. J'ai esquissé une grimace, voulant dire quelque chose comme « Merci, mais je n'ai pas besoin de toi. Oh, rentre vite chez toi, ne t'inquiète pas pour moi !» Mais en voyant ses yeux purs, sans la moindre impureté, les mots que j'utilisais pour tenir le monde à distance ne sont pas sortis. Elle a semblé remarquer mon malaise. Elle a écrit une autre ligne. « Tu n'as nulle part où aller. » Je suis resté silencieux, acquiesçant par défaut. Elle a rangé son téléphone, puis a fait un geste auquel je ne m'attendais pas du tout. Elle a tendu la main doucement et a attrapé en tâtonnant la manche de mon sweat à capuche. La force dans sa main était très faible. J'aurais pu me libérer facilement. Mais cette force fragile transmise par la manche, avec une pointe de supplication et de persévérance, était comme une chaîne invisible qui m'empêchait de bouger. Maria m'a tiré, s'est retournée et s'est dirigée vers le coin de la rue. J'étais comme envoûté, sans résister. Je l'ai simplement suivie. Nous sommes arrivés devant une petite boulangerie qui dégageait une lumière chaude et un doux parfum. Le nom de la boutique était Douce Lumière. La boutique était fermée, mais les lumières de la vitrine étaient toujours allumées. Elle a utilisé sa clé pour ouvrir la porte de la boutique, puis s'est retournée pour m'indiquer du regard d'entrée. La boutique n'était pas grande, mais elle était propre et bien rangée. L'air était empli du parfum de la crème au beurre et du malt, dissipant immédiatement le froid que j'avais subi toute la nuit. Elle m'a d'abord servi un verre d'eau tiède, puis a sorti de sous le comptoir une pile de documents soigneusement enveloppés dans des pochettes en plastique. Elle a ouvert les documents, en a sorti une feuille de papier jauni et l'a poussée vers moi. C'étaient les termes de l'assurance que j'avais écrit il y a 5 ans avec mon écriture pleine de fioritures.
Si par hasard un jour je suis à la rue et dans le besoin, souviens-toi de me donner un peu de nourriture par charité. » Elle a pointé ces mots du doigt, puis m'a désigné, avant de se désigner elle-même et cette boutique. Son regard était sérieux, comme si elle honorait un pacte sacré. Finalement, elle s'est retournée, a pris un croissant encore tiède, fraîchement cuit, et l'a coupé en deux et me l'a tendu. Il n'y avait ni pitié, ni sympathie, juste le sentiment évident que c'était mon dû. J'ai regardé la moitié du croissant devant moi, puis j'ai regardé ses yeux clairs. J'ai pris le croissant et j'ai mordu dedans. Le goût simple ne pouvait se comparer aux plats gastronomiques que j'avais l'habitude de manger, mais il m'a apporté un sentiment de quiétude. « Tu embauches toujours ?» ai-je demandé à voix basse. Ma voix rauque ne semblait pas être la mienne. Maria a été stupéfaite, puis un grand sourire éclatant a illuminé son visage. Elle a hoché la tête vigoureusement. Ce jour-là, la première moitié chaotique de ma vie, celle de Victor, a pris fin. Et la seconde moitié de ma vie s'est étroitement liée à cette petite boutique nommée Douce Lumière. Et ma patronne est une jeune fille sourde et muette, petite, pour qui j'ai un jour pensé que je n'aurais plus jamais de soucis. Elle s'appelle Marie, un très joli nom, grâce à l'argent que je lui ai fourni et à ses propres économies. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a ouvert cette boulangerie, Douce Lumière, dans la vieille rue. La boutique n'était pas grande, mais les affaires n'étaient pas mauvaises. Les voisins semblaient avoir une affection particulière pour elle. Ils passaient toujours acheter quelques pains et discuter un moment. Une jeune fille seule, ce n'est pas facile. Maintenant ça va, elle a quelqu'un pour l'aider. On se sent beaucoup plus soulagé en la voyant. Moi, avec mon tablier à petit ours, j'emballais maladroitement les sandwichs fraîchement préparés, écoutant ces mots sans la moindre vague dans mon cœur. Soulagé. Je suis un bon à rien qui ne sait rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu voir en moi pour se sentir soulagé? Cependant, ma présence a bien réduit sa charge de travail. Au moins, les tâches lourdes comme pétrir la pâte et porter des charges n'avaient plus à être supportées par la petite qui serrait les dents. Le soir, quand la boutique fermait, nous retournions à la petite maison à l'étage. Si l'expression « quatre murs nus » était utilisée pour décrire son ancien logement, alors cet endroit ne pouvait probablement être décrit que par un seul mur nu, une table à manger, 2 chaises, un canapé et une petite chambre séparée du balcon. C'était ma chambre. C'était encore plus petit que la salle de bain de mon ancienne villa, mais j'y dormais mieux que n'importe quelle nuit des 20 dernières années. Il n'y avait pas de calcul, pas de fausseté. Dans l'air flottait seulement le léger arôme de malt de l'étage du dessous. J'ai commencé à apprendre à être une personne normale, à balayer sans que la poussière ne vole dans toute la pièce, à utiliser une cocotte minute pour cuisiner du congee sans faire exploser la cuisine. La plupart du temps, les résultats étaient désastreux. J'ai confondu le sel et le sucre, préparant une marmite de soupe de haricots rouges salés. Elle en a goûté une cuillerée, son visage s'est plissé, mais elle ne l'a pas recraché, elle a seulement bu un grand verre d'eau en silence, puis a pris un stylo et a écrit dans son carnet « Le goût est très spécial, la prochaine fois, tu pourras mettre moins de sucre. » J'ai regardé son expression sérieuse, à la fois agacée et avec l'envie de rire. Je lui ai pris le bol des mains et l'ai jeté à la poubelle. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprendre la langue des signes, non pas pour une autre raison, mais simplement parce que je sentais que la laisser écrire comme ça dans son carnet était un gaspillage de stylos. J'ai acheté une pile de manuels et tous les soirs, après qu'elle se soit endormie, je m'entraînais encore et encore dans ma petite chambre, devant l'écran de mon téléphone. Des phrases les plus simples comme « Bonjour »,« Merci », jusqu'à « Ce fut une dure journée aujourd'hui »,« Bonne nuit ». La première fois que j'ai utilisé mes gestes un peu raides pour lui dire « Bonjour », elle est restée stupéfaite. Puis, dans ses yeux, qui avaient toujours été si calmes, c'était comme si une étoile s'était mise à briller, scintillant d'émerveillement. Elle a aussi levé la main et m'a répondu très sérieusement « Toi aussi ». À ce moment-là, j'ai senti que dans mes plus de 20 ans, il n'y avait jamais eu un moment où faire quelque chose m'ait semblé aussi précieux que maintenant. Les jours se sont progressivement améliorés. D'un idiot qui ne savait pas utiliser un four, je suis devenu un apprenti boulanger expert pour fouetter la crème, décorer les gâteaux et pétrir la pâte. Les affaires de la boutique allaient de mieux en mieux. Nous avons même loué le local d'à côté pour agrandir la boutique. Ma carte avait aussi de nouveau une somme d'argent considérable, suffisante pour que je déménage et loue une maison. Plusieurs fois, j'ai voulu en parler à Maria, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Si je déménage, où vivrai-je? Que mangerai-je? Être seul est ennuyeux. De plus, la fille n'est pas seule. Je peux aussi l'aider, n'est-ce pas? Je me suis trouvé de belles excuses dans mon cœur et je suis resté tranquille. Maria non plus ne l'a jamais mentionné. Elle semblait tenir mon existence pour acquise, tout comme elle tenait pour acquis que le soleil se levait tous les jours, que la plante de pothos était sur le rebord de la fenêtre. Je ne crois pas en l'amour. Mon père et mon frère sont laids, meilleurs exemples d'anti-héros, mais la stabilité d'être avec Maria m'a rendu accro. J'ai secoué la tête, chassant ces pensées insensées.
Oui, je n'y crois pas. Il est presque midi, je devrais aller lui préparer son déjeuner. Dernièrement, elle a un peu toussé. Je dois lui préparer des poires à la vapeur. J'étais en train d'enlever mon tablier, me préparant à monter, mais juste à ce moment-là, une silhouette familière a poussé la porte de la boutique et est entrée. Celle qui est entrée portait un tailleur à la coupe exquise, avec un maquillage méticuleux, les cheveux relevés, dégageant l'aura d'élite. D'une personne qui a réussi. C'était Alicia. 5 ans sans la voir, la mesquinerie et le dénuement né de la pauvreté en. Elle avait été complètement effacée. Elle n'était plus la fille froide à l'uniforme scolaire délavé, me suppliant dans le petit bois. L'Alicia d'aujourd'hui est sophistiquée et parfaite. Derrière elle se tenait un jeune homme d'une vingtaine d'années avec un costume bien coupé, beau, avec l'apparence d'un étudiant fraîchement diplômé. Il m'a regardé avec un regard, inquisiteur et hostile sans le cacher. Un assistant. Le regard d'Alicia s'est arrêté un instant sur mon tablier avec un motif d'ourson. Ses sourcils se sont froncés imperceptiblement, mais très vite, elle a retrouvé ce sourire digne. Victor, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai hoché la tête en guise de salutation. Mon geste pour enlever le tablier ne s'est pas arrêté. Elle a semblé vouloir demander quelque chose, mais a senti que ce n'était pas approprié. Finalement, elle a sorti un chèque de son sac Hermès, le poussant vers moi. Voici 1 million de dollars. Je sais qu'il manque encore quelques années avant les 10 ans convenus, mais maintenant j'en ai là. Capacité. Je veux te rembourser en avance. J'ai jeté un coup d'œil au montant sur le chèque. Je l'ai pris et l'ai mis dans ma poche. Merci. C'est quelque chose que je mérite, même si je ne m'attendais pas à pouvoir le récupérer. Ma décision a fait qu'une série de mots qu'elle avait préparés sont restés coincés dans sa gorge et une lueur d'agacement a traversé son visage. Elle a probablement pensé que je refuserais ou que je montrerais de la surprise et de la gratitude. Dommage que je n'ai fait ni l'un, ni l'autre. L'assistant derrière elle, en me voyant accepter l'argent si vite, son regard de mépris s'est accentué, et même avec une lueur de compréhension du genre, c'est donc ça. Alicia a rapidement ajusté son expression. Ses yeux ont balayé notre petite boulangerie et se sont finalement posés sur mon visage. Ce regard m'était trop familier, empreint d'une pitié arrogante. Victor, j'ai entendu parler des problèmes de ta famille. Si tu n'as pas d'endroit convenable où aller pour le moment, tu peux venir dans mon entreprise. L'entreprise de mon mari et moi vient de démarrer et nous avons besoin de personnel. Je peux te trouver un poste. Tu n'as pas à t'inquiéter pour le salaire. Voir son expression de fausse. Sa bienveillance me retournait l'estomac. La transaction d'il y a des années était un investissement de ma part pour qu'elle puisse rembourser une dette. Les deux parties en ont profité. Personne ne doit rien à personne. Maintenant, elle se présente avec cette attitude. Elle veut transformer le créancier d'autrefois en un objet de sa charité. J'ai regardé le regard de plus en plus mal à l'aise de l'assistant, masculin à ses côtés, et j'ai soudain compris. Elle savourait cette sensation de sauver les autres, tout comme j'avais savouré son dénuement à l'époque. Maintenant, elle se délecte aussi de mon malheur, seulement elle est plus hypocrite que moi et veut se parer d'un manteau de bonté. Dommage que je n'ai aucun intérêt à suivre le chemin de son assistant masculin pour jouer une scène où l'on rend le bien pour le mal et où je serai la troisième roue du carrosse. Ce n'est pas la peine. J'ai refusé froidement. Je suis très bien ici. Mon refus a crispé le sourire sur son visage. Victor, ne sois pas capricieux. Je sais comment tu vivais avant. Ses paroles étaient pleines d'une compréhension autoproclamée. J'ai dit que ce n'était pas la peine. L'ai-je interrompu, ma voix déjà empreinte d'impatience. Finalement, elle a cessé d'insister et une pointe de mécontentement d'avoir perdu son sang-froid est apparue sur son beau visage. D'accord. Si tu as déjà pris ta décision, je ne te forcerai pas. Voici ma carte de visite. Si tu changes d'avis, tu peux me contacter à tout moment. Elle a posé la carte de visite sur le comptoir et s'est retournée pour partir. Juste au moment où elle s'est retournée, l'assistant masculin derrière elle s'est immédiatement avancé, lui offrant le coude avec empressement. Alicia a aussi tourné la tête naturellement et lui a adressé un sourire subtil que seul comprenait. C'était, juste à ce moment-là, j'ai nonchalamment levé mon téléphone et j'ai appuyé sur le déclencheur sans révéler mon intention. L'angle était excellent. Sur la photo, la main de l'assistant masculin touchait presque sa taille et le sourire sur son visage. Quiconque verrait ça ne penserait pas que c'était juste une expression réservée à un subordonné normal. Bon vent, je ne vous raccompagne pas. J'ai levé le téléphone et je leur ai fait un signe de la main. Alicia et son assistant masculin sont partis. La Porsche noire a disparu au coin de la rue. J'ai pris 2 minutes pour trouver l'adresse email publique de son mari en ligne, puis j'ai envoyé la photo de manière anonyme. Une fois tout cela fait, j'ai effacé la photo et l'historique d'envoi. Mon humeur s'est grandement améliorée. Qu'elle soit la maîtresse d'un autre ne me regarde pas, mais si elle ose me regarder de haut, alors je dois lui causer quelques ennuis. Ensuite, je suis monté, préparer le déjeuner. Après avoir terminé un déjeuner tranquille avec Maria,
mon esprit s'est progressivement calmé. Je me suis appuyé sur le comptoir en réfléchissant à la manière d'utiliser cet 1 million de dollars inattendu. La sensation de toucher le papier était très réelle. Le chiffre était si clair que c'en était un peu absurde. Depuis combien de temps n'avais-je pas vu autant d'argent? Au moins, notre vie ne sera finalement plus à l'étroit. Il y a aussi le nouvel équipement que Maria a toujours voulu. Plus j'y pensais, plus je me sentais heureux. Je n'ai jamais senti qu'1 million de dollars était si utile. Juste à ce moment-là, le carillon de la porte a retenti. Clinclon. Une voix claire, mais délibérément faible, a interrompu mes pensées. Je me suis retourné et j'ai vu Camilla. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait beaucoup de monde. Une connaissance en visite. Elle portait une robe blanche, ses longs cheveux tombant sur ses épaules, avec un air pur et innocent, comme une petite fleur blanche non souillée par la poussière. Si je me souviens bien, son misérable mari, Ramos, l'étudiant pauvre qu'elle a poursuivi après ma faillite, s'est suicidé en sautant d'un immeuble il y a moins de 2 ans. N'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Je me suis appuyé sur le comptoir, sans expression. Elle s'est mordu la lèvre, a fermé les yeux. Ses yeux brillaient comme l'eau. Cette attitude de vouloir parler, mais de se retenir, est l'arme dans laquelle elle est la meilleure. Je veux te voir. J'ai failli éclater de rire. Mademoiselle Camilla, quelle pièce de théâtre jouez-vous maintenant? Elle est restée stupéfaite et immédiatement ses yeux ont rougi comme si elle avait subi une grande injustice. Victor, je sais que j'ai été très stupide avant. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses et j'ai blessé ton cœur. J'ai toujours pensé que j'aimais ce genre d'amour passionné et frénétique, mais ce n'est que maintenant que je comprends. Ce que je veux vraiment, c'est juste un foyer tranquille. Elle a levé la tête. Ses yeux humides m'ont regardé droit dans les yeux, remplis d'une affection profonde et de regret. Victor, recommençons. Je connais ta situation actuelle. C'est vrai que ma sœur est allée trop loin, mais peu importe, je peux subvenir à tes besoins. Oh! Elle continue avec le coup de la mauvaise fille qui se repent et qui vaut plus que de l'or. Mais ne te méprends pas, est-ce que nous avons jamais commencé quelque chose? Toi et moi? J'ai essayé de retenir mon envie de lever les yeux au ciel, mais mes pensées se sont reportées à quelques années en arrière. Le mariage d'elle et de l'étudiant pauvre a été célébré de manière très grandiose et émouvante. Au mariage, elle a pleuré et a dit qu'il était la lumière de sa vie, le bonheur qu'elle devait atteindre à tout prix. À ce moment-là, j'étais debout au pied de la scène, regardant ce garçon idiot ému au point d'en être confus. Et je n'avais qu'une seule pensée dans mon cœur. Ce type est foutu. Effectivement, moins de 2 ans après le mariage, Camilla s'est lassée. Elle n'a jamais aimé une personne en particulier. Elle aimait l'amour lui-même. Cette apparence de papillon de nuit qui se jette sur la flamme. Peu importe quoi, c'était le sentiment de satisfaction d'être excentrique quand tout le monde s'y opposait. Quand la passion s'est estompée, le mariage est revenu à la routine quotidienne et elle s'est naturellement lassée. Puis, un jeune homme toxique est apparu au bon moment. L'histoire qui suit est aussi cliché qu'un feuilleton du soir. Infidélité, découverte, dispute, sauf que son pauvre mari n'était pas assez lâche. Il avait des preuves de l'infidélité de Camilla et voulait contre-attaquer pour retrouver sa dignité. Et puis il s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Quelle coïncidence dans ce monde! Je crains que derrière cela, il y avait la main de mon ex-belle-sœur, Sophia. C'est pourquoi je méprise cette ex-belle-sœur. Elle a une double morale jusqu'à la moelle. Mon frère a été infidèle. Elle a détruit toute la famille Vega. C'est une juste vengeance. Sa sœur a été infidèle. Elle a aidé à gérer toutes les conséquences. C'est une affection familiale légitime. Elle n'a jamais été l'incarnation de la justice. Elle avait seulement besoin d'une excuse. Une excuse pour pouvoir tout prendre la conscience tranquille. L'infidélité de mon frère lui a simplement fourni cette excuse. C'est tout. Reprenant mes esprits, j'ai regardé Camilla jouer la comédie avec une profonde affection devant moi. Le sourire au coin de ma bouche s'est élargi de plus en plus. Camilla, crois-tu que tous les hommes sont des idiots? L'expression sur son visage se crispa. Les funérailles de ton mari étaient grandioses. J'ai parlé lentement. J'ai vu les nouvelles. Tu as pleuré à chaudes larmes. C'était vraiment déchirant pour ceux qui écoutaient et des larmes pour ceux qui voyaient. Son teint commença à pâlir. J'ai alors changé de ton. Malheureusement pour elle, cette nuit-là, j'avais vu quelqu'un lui ressemblant beaucoup, au bras d'un jeune homme, entrer dans l'ascenseur de l'hôtel. Le visage de Camilla perdit instantanément toute couleur. Ah, bien sûr. J'ai fait comme si je me souvenais de quelque chose, feignant de réaliser. Ce joli garçon n'a pas duré longtemps non plus, n'est-ce pas? Ensuite, tu as comme par hasard découvert que c'était lui qui avait poussé ton cher mari à la mort et il s'est aussi suicidé en sautant. Camilla, n'en as-tu pas marre? J'ai fait un pas en avant, regardant droit dans ses pupilles tremblantes. Ça ne te dégoûte pas de porter un masque et de jouer la comédie tous les jours? Elle fut forcée de reculer continuellement. Finalement, elle heurta le cadre de la porte. Tout son corps tremblait comme une feuille dans le vent d'automne. « Toi, tu dis n'importe quoi !» Elle a réfuté agressivement, mais sa voix était faible, comme si elle manquait d'air. J'avais la flemme de continuer à lui parler. Je ne m'inquiétais pas qu'elle cherche à prendre des représailles.
Une femme si immergée dans le rôle de Sainte Mère ne se permettrait jamais de révéler sa colère et sa soif de vengeance. Son personnage est plus important que sa vie. Elle porte ce masque depuis trop longtemps. Il a collé à son visage. Elle ne peut plus l'enlever. « Dégage !» ai-je prononcé un seul mot. Elle s'est sentie comme si elle avait reçu un pardon. Elle est sortie en courant, chancelante. Son dos était pathétique. Pourquoi j'en sais autant? Parce qu'à cette époque, quand j'étais le deuxième jeune maître de la famille Vega, qui ne savait que vivre en attendant la mort, ma plus grande joie était de colporter les scandales de cette haute société. Voir ces hommes et ces femmes bien habillés, faire des choses sales dans leur dos, me procurait un sentiment de supériorité inexplicable. Tu vois, aucun d'eux n'est humain. Alors, même si je voulais seulement être un bon à rien qui attend la mort, il n'y avait pas de quoi avoir honte. Dans un groupe de personnes qui ne sont pas humaines, s'obstiner à être un être humain n'est pas une sorte d'effort pour vivre. La boutique retrouva enfin sa tranquillité. Je poussai un long soupir de soulagement, sentant que j'avais vomi toute la malchance accumulée au cours des 5 dernières années. Des pas légers se firent entendre dans les escaliers. Maria descendit avec un bol de dessert fraîchement préparé. Elle s'approcha de moi, me tendit le bol, puis prit le carnet sur la table et écrivit une ligne. « C'est ton ami ?» Je secouai la tête. « Pas vraiment, juste une simple connaissance. » Elle écrivit de nouveau. « Tu as l'air malheureux. » Je regardais ses yeux clairs. Il n'y avait aucune pitié en eux, seulement une pure inquiétude. Je pris le bol de dessert fumant. La chaleur se propagea de la paume de ma main jusqu'au fond de mon cœur. Je ne le niai pas. Puis je posai le bol et lui dis avec un langage des signes un peu maladroit « Je vais très bien ». Elle comprit et un doux sourire apparut sur son visage. Elle leva aussi la main et me répondit sérieusement « Tant mieux ». Le soleil brillait à travers la vitrine, se déversant sur nous, chaleureux. Dans l'air flottait l'arôme familier de crème au beurre et de malt. Je baissai la tête et bus une gorgée du sirop. C'est délicieux. Après ce jour, j'ai cessé de me préoccuper des affaires du vieil homme. Cercle, et j'ai complètement coupé les ponts avec eux. Maintenant, je veux juste bien vivre avec Maria, ouvrir cette petite boutique et mener une vie tranquille. Tous les matins à 5 heures, je me levais une demi-heure avant elle. Je descendais pour préparer la première fournée de pâte à pain à faire lever. Quand elle descendait, déjà réveillée, la cuisine sentait déjà légèrement le malt et l'eau chaude était déjà prête. Elle me disait toujours bonjour, d'abord en langue des signes, puis elle nouait habilement son tablier et commençait à préparer les desserts du jour. Nous parlions peu, mais notre coordination était de mieux en mieux. Elle s'occupait de la crème fouettée et des décorations exquises. Moi, je m'occupais des tâches physiques et de la caisse. Parfois, quand nous étions occupés, elle transpirait et je baissais silencieusement un peu la température de la climatisation ou je lui offrais un verre d'eau glacée. Quand elle prenait le verre d'eau, ses doigts touchaient occasionnellement le dos de ma main, froid et doux. J'ai commencé à faire attention à toutes ses habitudes et je n'évitais plus délibérément certains sujets. Elle non plus n'avait pas à deviner mes intentions avec précaution. La vie était très épanouissante. Pendant la journée, nous travaillions ensemble dans la boutique. Le soir, elle m'apprenait à faire des desserts plus complexes et je lui apprenais quelques expressions en langue, des signes amusantes que j'apprenais en ligne. Parfois, elle riait à s'en plier en deux. Ce rire silencieux était meilleur que n'importe quel son. Ma maîtrise de la langue des signes devenait de plus en plus fluide. Parfois, pendant toute une soirée, nous pouvions avoir une conversation complète sans utiliser de papier ni de stylo et sans parler. Aujourd'hui, le vieil homme est revenu acheter un gâteau à la crème. J'ai fait un signe. Oui, il a dit que c'était pour sa petite fille. Hâtée, elle répondit en langue des signes. Tu y crois? Je n'y crois pas. C'est sûrement pour sa femme. Nous nous sommes regardés et nous avons ri. Cette complicité m'apaisait. J'ai commencé à réfléchir sérieusement à une chose. Je veux épouser Maria. Je ne croyais pas en l'amour, mais j'ai commencé à croire que certaines personnes sont nées pour être ensemble. Simplement, je voulais continuer comme ça avec elle pour toujours. Je voulais juste que tout le monde sache qu'elle était à moi. Je voulais prendre soin d'elle légitimement quand elle serait malade. Je voulais être à ses côtés quand elle vieillirait. 3 mois plus tard, je lui ai fait ma déclaration. Pour être précis, je l'ai demandé en mariage. Ce jour-là, c'était son anniversaire. J'ai tout préparé en secret. Une petite surprise dans la boutique. Quand elle est descendue le soir, toute la boutique était illuminée par des bougies. Les boîtes à gâteaux à la crème de tous les jours, je les avais transformées en petites lanternes. La lumière chaude brillait à travers le papier cadeau coloré. Elle est restée figée dans les escaliers, la main devant la bouche. Je me suis approché d'elle. Je me suis agenouillé sur un genou et j'ai sorti une bague en diamant. Ce n'était pas une bague en diamant chère, juste la meilleure que j'ai pu acheter à la bijouterie du coin. Maria, je ne sais pas dire de belles paroles. Je ne crois pas non plus aux serments éternels, mais je veux tenir cette boutique avec toi jusqu'à ce que nous ne puissions plus marcher. Acceptes-tu? Elle a pleuré. Ses larmes coulaient comme les perles d'un collier brisé
Elle a hoché la tête vigoureusement et a tendu la main pour que je lui passe la bague. La bague était un peu grande, sa main était trop fine, mais elle l'a serrée fort pour qu'elle ne tombe pas. Je l'ai prise dans mes bras, sentant le parfum subtil de ses cheveux. À cet instant, j'ai soudain senti que mes plus de 20 années de vie passée n'avaient été qu'une préparation pour la rencontrer. Notre mariage a été très simple, pas à grande échelle. Nous avons seulement invité les voisins, quelques camarades de classe et des amis avec qui nous avions de bonnes relations. Les riches héritiers qui m'avaient évité, naturellement, n'étaient pas sur la liste des invités. Quant à ma mère, depuis qu'elle a épousé son amant, Octavio, elle ne m'avait jamais contacté. Je ne l'ai pas non plus contactée de ma propre initiative. Certaines relations qui se brisent, il vaut mieux les laisser telles quelles, sans les forcer. Naturellement, il n'était pas nécessaire de l'inviter. Je n'ai pas non plus pensé à me vanter ou à sauver les apparences. Je voulais seulement donner à Maria un mariage décent. La veille du mariage, je me suis coupé les cheveux et me suis préparé. J'ai acheté un costume élégant. Nous avons choisi la robe de mariée de Maria ensemble. Quand elle l'a enfilée, tout son corps semblait briller. Je suis resté à l'extérieur de la cabine d'essayage, la regardant dans le miroir. Et soudain, cela m'a semblé un peu irréel. Cette belle fille angélique allait vraiment se marier avec moi. Le jour du mariage, tout s'est déroulé sans accroc. La grand-mère de Maria allait beaucoup mieux, elle est venue à notre mariage en fauteuil roulant, elle m'a pris la main et a dit d'une voix faible « Merci de prendre soin de notre Maria ». Je me suis senti un peu gêné. En réalité, c'était elle qui prenait soin de moi. Au moment d'échanger les alliances, la main de Maria a tremblé. Je lui ai pris la main et lui ai dit doucement à l'oreille « Ne sois pas nerveuse, c'est juste une formalité ». Elle a laissé échapper un petit rire et ma nervosité a immédiatement disparu. L'officiant m'a demandé « Monsieur Victor, acceptez-vous mademoiselle Maria comme votre épouse, dans la pauvreté ou dans la richesse, dans la maladie ou dans la santé, pour l'aimer, la respecter et la protéger? Je le veux. » Puis l'officiant a demandé à Maria « Mademoiselle Maria, acceptez-vous monsieur Victor comme votre époux, dans la pauvreté ou dans la richesse, dans la maladie ou dans la santé, pour l'aimer, le respecter et le protéger ?» Maria ne pouvait pas parler, mais elle a hoché la tête vigoureusement, puis a fait le signe « Je le veux ». L'officiant était un peu perplexe, ne sachant que faire. J'ai ri, j'ai traduit pour elle. Elle dit qu'elle accepte. Il y a eu un tonnerre d'applaudissements dans l'assistance. Au moment du baiser, elle semblait timide. Son visage était rouge comme une pomme. Je l'ai embrassée doucement sur les lèvres, très légèrement, comme si je craignais de la blesser. Puis je lui ai murmuré à l'oreille « Ma femme, s'il te plaît, sois indulgente avec moi à partir de maintenant. » Elle a ri dans mes bras, ses épaules tremblant. Au banquet de mariage, l'oncle du voisin était ivre. Il m'a pris la main et m'a dit « Victor, tu as trouvé une bonne épouse. Tu dois bien la traiter à l'avenir. » Je sais que mes camarades de classe étaient aussi très heureux. Ils sont venus porter un toast et me féliciter les uns après les autres. Un ancien colocataire avec qui je m'entendais bien a dit « Victor, tu as changé. Comment ai-je changé? Avant, tu semblais toujours insouciant. Maintenant, tu as l'air d'une personne normale. » J'ai regardé Maria, qui discutait avec sa grand-mère, et j'ai souri. C'est peu être parce qu'il y a des choses qui valent la peine d'être protégées maintenant. Après le mariage, nous sommes retournés à la maison à l'étage. Tout était pareil, il y avait juste quelques fleurs fraîches et des cadeaux de mariage en plus. Maria a enlevé sa robe de mariée, a mis des vêtements d'intérieur et est descendue à la cuisine pour me préparer son dos et soudain, je me suis senti très satisfait. C'était la vie que je voulais. Deux personnes vivant ensemble de manière simple. Elle a apporté le dîner et, me voyant distrait, elle a agité la main devant moi. « À quoi penses-tu ? » « Je pense à toi, ai-je répondu. Honnêtement. Son visage est redevenu tout rouge. Elle m'a tapoté gentiment. Puis elle a écrit dans le carnet « Victor, nous sommes mariés. Oui, nous sommes mariés. Le regrettes-tu ? » « Je ne regrette pas, ai-je secoué la tête. Et toi ? » « Moi non plus, a-t-elle écrit. Ça semble juste un peu irréel, comme un rêve. J'ai tendu la main et je lui ai pincé la joue. Aïe ! Elle s'est tenue le visage et m'a fusillé du regard. Puis elle a écrit dans le carnet « Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. » La vie après le mariage était plus paisible que je ne l'avais imaginé. Nous nous réveillions ensemble chaque matin, nous préparions ensemble les produits pour la boutique. Maria s'occupait de la pâtisserie, moi de l'emballage et d'accueillir les clients. Pendant la pause déjeuner, nous déjeunions ensemble. Ensuite, elle faisait la sieste et moi je lisais ou je surfais sur mon téléphone. L'après-midi, nous rouvrions. Le soir, nous fermions et dînions ensemble. De temps en temps, nous sortions nous promener. La vie était si simple qu'elle en était presque ennuyeuse, mais je me sentais très épanoui. Parfois, en voyant Maria concentrée sur son travail, je pensais « un nouveau plat ?» Elle me l'apportait immédiatement pour que je le goûte. En voyant ses yeux pleins d'attente, je levais toujours le pouce de manière exagérée, et alors elle riait jusqu'à ce que ses yeux se plissent en forme de croissant de lune. Nous nous disputions rarement. Les désaccords occasionnels se réglaient aussi rapidement.
Son caractère était très doux et mon tempérament est aussi devenu plus calme sous son influence. Les jours tranquilles, nous fermions la boutique tôt et nous allions nous promener dans le parc voisin. Elle aimait nourrir les pigeons. Elle avait toujours un sac de miettes de pain. Ces pigeons la connaissaient déjà, ainsi que les miettes de pain. Les pigeons l'entouraient. Sans crainte, je m'asseyais sur le banc, en la regardant interagir avec ces pigeons. Mon cœur se réchauffait. Parfois, des enfants s'approchaient, la regardant avec curiosité. Elle leur donnait quelques miettes de pain, leur apprenant comment nourrir les pigeons. Même si elle ne pouvait pas parler, ses gestes étaient très doux, et les enfants l'aimaient beaucoup. 6 mois plus tard, Maria est tombée enceinte. Elle tenait le résultat du test, radieuse comme une enfant. Nous allons avoir un bébé, elle fait signe. Tout son visage rayonnait. J'ai pris le rapport, j'ai regardé les chiffres, mon humeur était un peu compliquée. Excitation, inquiétude et un peu de panique. Je vais être père. Une personne, quelqu'un comme moi, peut-il vraiment être un bon père? Maria a semblé remarquer mon inquiétude. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. N'aie pas peur, elle signait. Nous apprendrons ensemble. Pendant la grossesse, la santé de Maria était un peu fragile, souvent avec des nausées et des vomissements. Je me suis chargé de tout le travail pénible à la boutique, la laissant se concentrer sur sa grossesse. Parfois, elle perdait le contrôle de ses émotions à cause des changements hormonaux, se mettant soudainement à pleurer à chaudes larmes. Je ne savais pas comment la consoler, je ne pouvais que rester à ses côtés en lui tendant des mouchoirs. « Je suis désolée », a-t-elle pleuré en signant. « Je ne sais pas non plus pourquoi je pleure. »« Ce n'est rien », lui ai-je dit en lui tapotant le dos. « Pleure autant que tu en as besoin. » Quand la grossesse est entrée dans sa phase finale, son ventre était très gros. C'était inconfortable pour elle de faire quoi que ce soit. J'ai commencé à prendre soin d'elle de tout mon cœur, craignant le moindre incident. Une nuit, elle a soudainement eu mal au ventre. Effrayée, j'ai rapidement appelé un taxi pour l'emmener à l'hôpital. Les quelques heures d'attente devant la salle d'accouchement ont été la plus longue période de ma vie. Finalement, l'infirmière est sortie avec un tout petit bébé. Félicitations, c'est une fille. La mère et le bébé vont bien. J'ai pris le bébé, j'ai regardé son petit visage et j'ai soudainement fondu en larmes. C'était ma fille, la fille de Maria et moi. Maria était allongée sur le lit d'hôpital, faible, mais satisfaite en nous regardant. Elle a fait un signe de sa main faible. Elle te ressemble beaucoup, n'importe quoi. Elle te ressemble clairement. Nous avons appelé notre fille Clara Luz Vega en espérant qu'elle pourrait illuminer nos vies comme une lumière. Le jour même où notre fille a eu 1 mois, nous avons eu une visite inattendue à la boutique. Mon ex-belle-sœur Sofia. Elle était toujours aussi élégante et sereine, avec seulement quelques rides de plus au coin des yeux. Elle a regardé le bébé dans mes bras et une rare expression d'extrême douceur est apparue sur son visage. Le bébé est très adorable. Merci. J'étais un peu sur la défensive. Qu'est-ce que tu viens faire? Détends-toi. Elle a souri. Je ne suis pas venue pour causer des problèmes. Elle s'est assise dans la boutique, a acheté quelques pains simples puis a discuté. Tu te souviens, quand nous étions jeunes, nous pensions tous les deux que l'amour était quelque chose que seules les personnes ennuyeuses inventaient pour se tromper elles-mêmes. J'ai froncé les sourcils sans rien dire. Je le crois toujours. Sofia a pris le verre d'eau sur la table et a bu une petite gorgée doucement. Le mariage, la famille, ce n'est rien de plus qu'une combinaison d'intérêts et de responsabilités. Froid et ennuyeux. Elle a fait une pause et s'est finalement tournée pour me regarder avec un regard complexe. « Mais ce n'est pas que tu ne croyais pas en l'amour, » a dit Sofia mot pour mot. « Tu ne croyais simplement pas que cela arriverait à quelqu'un comme toi. » Je n'ai pas réfuté. Puis elle s'est levée. « Félicitations Victor, tu as trouvé la vie que tu voulais. » Elle a sorti un dossier de son sac et l'a posé sur la table. « Qu'est-ce que c'est? T'es bien, elle dit. Je te les rends intacts. Considère ça comme un cadeau pour le 1er mois du bébé. » J'étais stupéfait. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, je les ai pris juste pour t'embêter, pour voir ce que tu ferais. Elle a souri légèrement. Contre toute attente, tu as eu la chance d'être recueillie par une fille bien. Elle s'est dirigée vers la porte, s'est retournée et m'a regardé. Il y avait une pointe d'envie dans ses yeux. Victor, tu es vraiment très chanceux. Sache l'apprécier. Sur ce, elle est partie. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait des titres de propriété immobilier, des certificats d'action et des informations sur des comptes bancaires. Tout était vraiment intact. Il y avait même un peu plus que dans mon souvenir. Les choses que j'avais autrefois considérées comme toute ma vie reposaient maintenant tranquillement devant moi, mais je n'ai ressenti ni la joie extrême que j'imaginais, ni l'excitation. Cet argent est vraiment très important pour moi maintenant. Au moins, il peut permettre à Maria de ne plus avoir à travailler si dur. Il peut donner à notre petite famille une base plus solide pour affronter les tempêtes à venir. Mais en comparaison, quelle valeur cet argent a-t-il? Ouin. La petite Clara Luz dans mes bras a semblé sentir quelque chose et s'est soudainement mise à pleurer. Je suis immédiatement revenu à la réalité. J'ai rapidement mis de côté la précieuse pile de documents et j'ai maladroitement commencé à consoler le bébé. Clara, ma petite, papa est là. Ne pleure pas, ne pleure pas. Maria a entendu les pleurs et est vite venue.
Elle est descendue des escaliers avec une expression inquiète sur son visage. Elle m'a vu, puis elle a vu le dossier bien en évidence sur la table. Ses yeux ont brillé d'une légère tension. Je lui ai souri en articulant avec ma bouche pour lui dire « Il n'y a rien, la bébé a faim ». Maria s'est approchée de moi et a signé adroitement. Je lui ai soigneusement tendu notre fille. En regardant son visage rosé, mon cœur a fondu. « Clara, ma petite, papa va préparer le lait tout de suite. » Maria a serré sa fille dans ses bras, me regardant préparer maladroitement le lait. Son visage était rempli de bonheur et de tendresse. Le soleil brillait à travers la fenêtre propre, enveloppant la mère et la fille d'un halo chaleureux. Sophia ne s'était pas trompée. Je suis vraiment très chanceux. J'ai apporté le biberon. Je me suis assis à côté de Maria. Sophia vient de passer, ai-je dit, en testant la température du lait. Maria était un peu tendue. Elle a écrit « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Rien, elle est juste venue voir le bébé. » Je ne voulais pas que les complexités du passé interfèrent avec notre vie actuelle. Elle a dit que Clara Luz est très adorable. Maria a soupiré de soulagement, puis a pris le papier et le stylo et a écrit « Bien sûr que notre fille est adorable. » J'ai regardé son visage alors qu'elle écrivait sérieusement et j'ai soudainement eu une impulsion. Maria. Elle a levé la tête pour me regarder. « Je t'aime. » J'ai un jour pensé que je ne dirais jamais ces 3 mots à personne. Mais maintenant, ces 3 mots sont sortis de ma bouche si naturellement, presque de manière irrépressible. Elle est restée stupéfaite. Ses yeux ont immédiatement rougi. Elle a fait signe. « Moi aussi je t'aime beaucoup, beaucoup. » Des larmes ont coulé. J'y la chambre, le soleil brillait à travers la fenêtre. Notre fille dormait paisiblement dans son berceau. Tout était très calme, très beau. J'ai pensé que c'était ça, ma vie. Pas d'histoire d'amour passionné ni de légende de réussite grandiose. C'est simplement être avec la personne que j'aime, vivre une vie ordinaire. C'est génial. Plus tard, notre commerce s'est amélioré de plus en plus. Notre fille a grandi saine et heureuse. Parfois, j'emmenais ma femme et ma fille rendre visite à mon père, Don Emilio Vega, en prison. Il semblait en bonne santé. Son visage, qui était autrefois plein de calculs, était maintenant beaucoup plus serein. Il était toujours très heureux de voir sa petite fille. Il m'a demandé comment je vivais. Je lui ai dit « Très bien ». Il a hoché la tête. Alors, c'est bien. Le temps a passé vite. Notre fille a grandi progressivement. Elle a appris à marcher. Elle a appris à parler. Elle m'appelait papa et Maria, maman. Notre famille de 3 a vécu ainsi une vie simple. Il n'y a pas eu de grands événements ni rien de spectaculaire, mais chaque jour était très stable et très heureux. Fin.